Bonsoir, merci à tous d'être là, de vous installer, de trouver une place confortable. Bienvenue au Management Café. J'ai perdu le compte, je ne sais plus combien ça fait de Management Café qu'on organise. En tout cas, je suis toujours ravi. Nous sommes toujours ravis de vous accueillir pour cette formule dont je ne vais rien vous dire parce que d'abord, je vous le dirai plus tard. Et ensuite, c'est surtout à Pierre-Guillaume Méon de faire l'introduction. Pierre-Guillaume Méon, c'est le directeur du centre de recherche Émile Bernheim, qui est l'un des grands centres de recherche de la Solvay Business School, qui est juste à côté. Pierre-Guillaume Méon, l'introduction. Merci Vincent, merci à toutes et à tous d'être là pour ce Management Café. Comme le disait Vincent, on a arrêté de les compter en fait. Je ne pourrais pas vous dire le quantième c'est, mais je peux quand même vous remercier d'être là. Alors, je peux vous remercier d'être là parce que c'est une activité qu'on a lancée au sein du centre Émile Bernheim, il y a déjà plusieurs années, pour partager ce que font nos chercheurs et nos chercheuses. On s'était dit que les chercheurs et les chercheuses, y compris en gestion et en management dans l'économie, avaient tendance à rencontrer essentiellement, certes, des étudiants et des étudiantes, mais aussi d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, et qu'ils rencontraient finalement beaucoup moins des praticiens et le public plus généralement, et que c'était dommage de ne pas faire profiter un public plus large de ce qu'on faisait, de ce qu'on menait comme recherche au sein du centre Émile Bernheim. Alors le centre Émile Bernheim, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de recherche qui est localisé à la Solvay Brussels School of Economics and Management, qui elle-même est une faculté de l'Université libre de Bruxelles. On est le centre de recherche qui est spécialisé en recherche, en gestion et en économie au sens large. Alors on y mène des travaux dans tous les domaines de la gestion, que ce soit le marketing, la stratégie, la finance, les ressources humaines, j'en passe et des meilleurs. On a eu l'occasion d'illustrer toute une série de domaines dans les Management Café à venir, passés, et j'espère qu'on en illustrera d'autres dans les Management Café à venir. Voilà. Alors, j'aurais pas entièrement rempli mon devoir si j'avais pas remercié, ce que je vais faire maintenant, la fondation Émile Bernheim, la fondation Bernheim qui nous soutient. La fondation Bernheim soutient le centre Émile Bernheim de façon régulière. Grâce à elle, on dispose d'un soutien administratif dont on ne disposerait pas autrement. Et elle nous soutient ponctuellement pour des activités comme les Management Café. Donc si vous êtes toutes et tous là ce soir, c'est aussi grâce à la fondation. Et donc, je la remercie tout particulièrement, encore une fois. Et je remercie évidemment nos invités, notre praticienne, notre modérateur et notre praticien du soir pour l'édition d'aujourd'hui. Voilà, et je me tais. Parce qu'il paraît que vous avez beaucoup de choses à vous dire, hein. Absolument. Merci Pierre-Guillaume. Alors la formule des Management Café, vous la connaissez. L'inspiration, c'était les cafés philo, et la formule, elle privilégie l'échange. Alors je vais vous présenter tout de suite les personnes qui sont à l'estrade, mais le point, c'est réellement d'avoir un échange entre vous et les personnes à l'estrade. Alors les personnes que nous avons à l'estrade, à chaque fois, vous savez, il y a un praticien, quelqu'un qui est les mains dans le cambouis de l'entreprise, et puis un représentant de la faculté, chercheur, enseignant, et qui voit ça éventuellement avec un peu plus de recul. Ce soir, comme praticien, nous avons Jean-Louis Baudouin. Jean-Louis est consultant en créativité sérieuse et innovation pertinente. Je ne lui laisserai que quelques instants pour nous expliquer ce qu'il a à dire. Et pour le contrepoint, on va dire académique, mais en même temps très ancré dans la réalité professionnelle aussi, Sandra Rothenberger. Sandra est professeure de marketing à la Solvay Brussels School of Economics and Management et évidemment au centre Émile Bernheim. La formule, pour ceux qui sont déjà venus, on offre à chacun de nos intervenants un bref moment de présentation et d'introduction à la thématique. Et puis ensuite, effectivement, c'est sur vos questions, c'est sur vos échanges, c'est sur vos réactions que repose toute la dynamique de la soirée. Et notre KPI, comme on dit en entreprise, notre indicateur de succès, c'est la densité des échanges à l'intérieur de la salle. Ce qui veut dire que je dois tout de suite me taire et passer la parole d'abord à Jean-Louis Baudouin.
préfère ne pas avoir de micro. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un bouton plein. Je vais parler en signe alors. Nous allons parler de réflexion sérieuse. Oui. Oui. Bonjour, j'ai 8 minutes. Donc en 8 minutes, je dois vous faire réfléchir à des choses qui vont peut-être changer votre vie et je vais m'y employer. Donc la créativité sérieuse est à l'origine de l'innovation. Et on m'a demandé de parler de... Faut-il être fou pour innover? Il ne faut surtout pas être fou pour innover. Il faut être extrêmement préparé, extrêmement lucide, extrêmement conscient et extrêmement curieux. Donc, je vais changer le titre de la conférence et je vais plutôt vous parler de créativité sérieuse. La créativité sérieuse est donc une capacité de réflexion à partir de concepts. Et ce que on nous a rarement appris à l'école, c'est la différence entre une idée et un concept. Et je vais vous demander de faire un petit exercice tout de suite pour voir si vous allez pouvoir le réaliser. Je vais dessiner un carré au tableau et je vais vous demander de trouver le plus grand nombre possible de façons de le diviser en 4 parties qui soient égales en forme et en surface. Je vais vous donner les 4 premières, comme ça vous serez vraiment dans le cambouis. Cette partie égale en forme et en surface. Et sans réfléchir, même les enfants, certains osent faire ça. Il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais c'est la même chose, hein. Pas du tout. Aller de Paris à Marseille n'est pas de Rennes à Strasbourg. Donc, puisque la consigne est le plus grand nombre possible, et puis les gens déposent le pic et y vont. Donc, ils ont trouvé 4 idées spécifiques. Et ce qui se passe, c'est qu'au départ de ces 4 solutions, vous pouvez trouver des concepts qui vont vous permettre de trouver de nouvelles manières de faire. Et en fait, plus vous avez de manières de faire, plus vous avez de choix, plus vous avez de chances de trouver des solutions ou des formules qui vont être qui vont vous permettre de réussir. Je m'explique. Absolument. Si vous prenez la première solution, qu'est-ce que c'est le concept? C'est 2 perpendiculaires. Merci, oh, j'ai un porte-micro. 2 perpendiculaires articulés autour d'un point. Donc si vous commencez à faire tourner les lignes, chaque millimètre devient une nouvelle solution. Et celle-là, dans certains cas, marchera mieux que celle-ci. Nous l'avons vécu de nombreuses fois avec mon associé, la belle dame avec les cheveux gris, qui porte du Missoni en plus, c'est pas mal. Et donc, deuxième concept, le concept ici c'est quoi? C'est je divise le carré en 2 et je divise chaque partie en 2. Pourquoi les lignes doivent-elles être parallèles? Pourquoi les lignes doivent-elles aller de point à point? Pourquoi les lignes doivent-elles... Et j'en passe. Donc on est devant des centaines de solutions possibles et dans tel cas précis, c'est celle-là qui va être la meilleure. Mais si on ne la voit pas, on ne peut évidemment pas l'appliquer. Donc ça, c'est une chose que j'aimerais que vous vous souveniez pour le restant de vos jours, c'est l'extraction de concepts à partir d'idées spécifiques. Et nous avons ici 2 personnes dans la salle avec lesquelles nous avons travaillé et appliqué cette méthode, qui est Philippe Watrin, le beau-père de notre belle Sandra. Donc c'est un peu un management café, comment on appelle ça, incestueux. Et Francis Blake, qui est là dans le fond, et qui est le CEO d'une société avec laquelle nous avons beaucoup travaillé il y a longtemps et avec laquelle nous avons eu un certain succès. Voilà, première chose. Donc, l'histoire des concepts.
concept vachement important. Et alors, deuxième chose que je voudrais vous faire, je vais encore dessiner. Deuxième chose que je voudrais vous expliquer, c'est quand on parle de réfléchir à l'intérieur de la boîte. La boîte, c'est quoi? C'est un périmètre que nous mettons autour de quelque chose alors qu'on nous a dit, on ne nous a pas demandé de le faire. Vous connaissez probablement tous et toutes le fameux test soi-disant d'intelligence des 9 points, la consigne étant de relier les 9 points par 4 lignes droites qui se suivent, qui ne passent pas 2 fois sur le même point, sans lever le stylo. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais en général, nous mettons autour des 9 points un périmètre et nous commençons à travailler à l'intérieur du périmètre et la consigne est impossible à réaliser. Par contre, si on sort 2 fois de la boîte, on y arrive. Donc, penser autour de la boîte est vraiment une chose qui existe. Nous avons tendance à réfléchir à l'intérieur d'une boîte parce qu'on ne nous a pas expliqué comment faire autrement. Donc, c'est très intéressant de vous dire, ne mettez pas de périmètre là où ce n'est pas nécessaire. Ensuite, il y a une chose très intéressante, c'est que parfois les gens nous envoient des signes ou nous disent des choses qu'on ne met pas dans le contexte ou qu'on ne comprend pas parce que c'est dans une circonstance tout à fait particulière. Je vous raconte l'histoire de ce monsieur italien qui est dans une Ferrari décapotable, il roule sur la côte amalfitaine, il fait beau, Arrive une dame qui sort d'une courbe et qui lui dit en passant « porc !» et il lui dit « vache !» et il rentre dans un porc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, cette dame l'a averti d'un danger et il a réagi en disant par une insulte. Enfin, qu'est-ce que je dois encore faire? Oui, alors. Oui, parce que j'ai tellement condensé que... Vous avez des complices? Oui, j'ai des complices, oui, j'ai des souffleurs. Il y a aussi des choses qui sont importantes, c'est les fameuses courbes sigmoïdes dont on parle beaucoup, et cette courbe du présent et la courbe du futur. La courbe du présent est surtout concernée par l'amélioration. Et la courbe du futur est surtout concernée par l'innovation. Nous avons travaillé avec Philippe dans son entreprise où nous avons créé 2 groupes. Un groupe qui s'occupait de la courbe du présent parce qu'il y a des gens qui détestent s'occuper du futur et qui veulent faire du bien au présent. Et nous avons créé un groupe qui s'occupait de l'innovation. Nous avons fait quelques séances de réflexion régulières, matin pour le futur, l'après-midi pour matin pour le présent, après-midi pour le futur. Et au bout de quelques mois, et Philippe pourra vous le confirmer, nous avons créé des sources d'économie d'1 million d'euros en 4 mois, sans mettre personne dehors, simplement en réorganisant la manière dont on regardait les choses, dont on percevait les choses et dont on était enthousiasmé ou pas. Parce que c'est très bien la créativité, mais il faut aussi qu'elle soit réalisable et enthousiasmante. J'ai fini. Merci. Sandra, comment on traduit ça? Comment on connecte ces courbes, ces dessins, avec la notion d'innovation, qui est de l'innovation marketing et qui permet de faire des produits qu'on achète ou des services qu'on achète? Alors, premièrement, bonsoir. Merci d'être venu. En écoutant Jean-Louis, il y a un mot qui me vient vraiment dans la tête, c'est l'innovation. Alors, juste pour vous dire, j'enseigne régulièrement. Je suis une représentante d'une institution éducative et j'avoue que ça fait déjà un petit moment que j'observe l'incapacité des étudiants d'être créatifs et de innover quelque chose. Maintenant, on peut discuter longuement pourquoi c'est comme ça. J'avais juste une petite expérience hier où j'ai enseigné le marketing bootcamp, où normalement je demande la créativité des étudiants.
Et je suis arrivée dans la salle et j'avais un slide et où j'ai mis juste une phrase avec un problème. Et j'ai dit à mes 30 étudiants, vous avez 2 heures, solve it. Je pense pendant 5 minutes, ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils ont dit, et le manual, la structure de arriver à trouver une solution, c'est où? Est-ce que vous avez des handouts? Est-ce que... J'ai dit non, vous devez maintenant commencer à trouver une solution. Mais donnez-nous des tips. J'ai dit non, vous avez 2 heures et vous trouvez la solution. Vous avez tous les outils que vous avez appris dans les 24 heures avant et maintenant vous devez les appliquer, utiliser comment vous voulez, ça m'est égal, mais vous devez venir avec un résultat. Et c'est là où j'observe de plus en plus l'incapacité des étudiants de sortir, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Jean-Louis, outside the box. C'est un peu de vraiment prendre l'initiative et de tourner un peu la chose différemment, de sortir de cette routine qu'on a à l'université, d'être guidé par des structures et par des 1, 2, 3, 4, 5 step approach, et de vraiment maintenant devenir créative. Il y a une phrase qu'un un professeur très connu a déjà dit, Ted Leavitt, il a dit « La créativité, c'est penser à des nouvelles choses et l'innovation, c'est faire des nouvelles choses. » Alors on ne peut que être innovatif si on est créatif. Et nous, on avait une très très chouette discussion qui m'a aussi laissé réfléchir. La créativité, ce n'est pas un don, c'est une capacité qu'on peut apprendre avec des outils. Et je pense que c'est la responsabilité de tous les enseignants, de tous les professeurs, de donner aussi la place pour développer une créativité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la créativité? Je pense que sur notre invitation, on était un peu provocante. On a dit, est-ce qu'on doit être fou ou folle pour être créatif? Non. Ou innover, oui. Mais bon, moi j'ai dit d'abord être créatif pour innover. Parce que si vous n'êtes pas créatif, malheureusement, vous n'êtes pas très innovatif. Hein. Ça, c'est un peu, ça rentre dans les mêmes choses. Alors, et je reviens à mon idée. Aujourd'hui, on ne laisse pas assez de place aussi pour faire des erreurs. Moi, j'enseigne dans le marketing. Si vous voulez bien connaître où vous pouvez innover, il faut bien comprendre les so-called, et en anglais on dit toujours les pains, là où ça fait mal au consommateur de ne peut-être pas acheter un produit ou un service. Et nous, on doit comprendre pourquoi le consommateur ne veut pas acheter. Et comment on peut tourner cette négativité dans une positivité. Comme on dit, voilà, peut-être il y a une raison, c'est le prix, c'est le produit, c'est le packaging, c'est peut-être la promotion. Mais comment on peut maintenant retourner la chose, en la faire positive et peut-être dans une manière plus créative, innover quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est quelque chose où je dis aussi à mes étudiants, essayez, arrivez à faire des expériences. Je donne la place à aussi ne pas réussir, parce que moi, je suis convaincue que dans l'environnement où les gens peuvent peut-être pas réussir, ils sont plus motivés et plus créatifs de sortir un peu de leurs problématiques. Aujourd'hui, on est trop dans cette idée que tout le monde doit réussir and you always have to be the best and you always have to make it good. C'est pas une chose où on laisse la place pour la créativité. Et je pense que aussi le jugement, c'est quelque chose qui casse l'innovation, qui casse la créativité et qui donne surtout à nos étudiants pas la possibilité de vraiment thinking outside the box. Ça, c'est un peu l'idée. Et peut-être juste pour conclure, il y a un autre proverbe qui vient d'un autre collègue à moi qui a dit « La créativité, c'est le droit de se tromper, c'est l'importance des échecs et c'est la tolérance du risque. » Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve, il faut plus être ouverte dans les institutions éducatives pour laisser la place pour exactement cette plateforme.
Formidable, quel débat, quel débat. L'entreprise, l'innovation, la créativité, est-ce qu'il faut être fou et après, est-ce qu'il faut être fou pour enseigner? Ça pourrait être pourrait être une bonne question. C'est maintenant, avec vous, que voilà, une première question, première intervention. Je rejoins M. Baudouin sur le questionnement par rapport au titre. Et j'aurais plutôt dit, faut-il être fou pour ne pas innover? J'ai beaucoup apprécié les points de méthodologie et puis les points sur la posture. Donc sur la posture de la personne en situation d'être créative. Que diriez-vous de la posture du leader pour favoriser la créativité et l'innovation dans son équipe? Là, la question est pour tous les deux, naturellement. Mais le leader devrait d'abord être modeste et accepter que quelqu'un puisse être plus créatif que lui ou elle. Or, nous sommes devant, très généralement, nous, des CEO qui sont un peu imbus, qui savent tout et qui ne doivent surtout pas venir aux formations puisqu'ils sont CEO, donc ils ne vont pas se commettre. Il y a énormément de progrès à faire dans ce domaine et je trouve que nous avons travaillé, notamment avec Philippe, avec des gens qui ont mouillé le maillot et qui se sont mis avec leurs gens, comme disent certains CEO, n'est-ce pas une expression qui me tue, avec leurs collaborateurs, et qui ont joué le jeu parfaitement. Et donc, à ce moment-là, il y a des choses qui se passent. Mais je voudrais revenir sur un truc que Sarah a dit. Je ne suis absolument pas d'accord sur la définition de la créativité, c'est le droit de se tromper. La créativité... Le droit de se tromper, c'est une corporate organization item. La créativité, c'est la capacité de créer de la valeur à l'intérieur de contraintes bien identifiées. Et en général, les contraintes sont très mal identifiées. Pensez à Damar, qui faisait des sous-vêtements parce qu'ils avaient inventé une fibre qui faisait de la chaleur en contact avec la peau. Puis un jour, on leur a dit, vous pourriez faire autre chose que des sous-vêtements. Merde alors! Il n'y a rien qui a changé. Hein. La fibre est la même, mais la perception a changé. Donc c'est là que ça se passe. Sandra, et aussi sur la créativité et les contraintes? Mais je pense le mot contrainte, ça c'est quelque chose qui me déstabilise un peu. Hein. Je pense que, et je vous rejoins dans cette idée, si on veut être créatif, on doit avoir un certain but. Parce que si on commence à devenir créatif à gauche, à droite, en haut, en bas, on perd un peu l'horizon. C'est la raison pour laquelle, moi je dis toujours à mes étudiants, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ce problème sur le slide. Ça c'est votre goal, ça c'est votre but. C'est ça où vous allez arriver et c'est la fin. Mais moi, je suis plus dans le cheminement où on peut, laissons dire, prendre les étudiants à la main pour vraiment leur donner l'espace pour être créatifs. Maintenant, juste pour vous dire, ça commence déjà à l'université avec des so-called syllabus. Ce sont les prescriptions d'un cours où on donne de A à Z qu'est-ce que vous allez apprendre et comment vous allez apprendre ça. Et qu'est-ce que sont les références que vous devez lire et apprendre pour être capable de, à la fin, être évalué par un examen? Parce qu'on n'a pas encore parlé d'une autre chose. Comment est-ce qu'on évalue l'innovation et la créativité? Parce que là, je reviens à une grande discussion que j'ai toujours avec mes collègues. Maintenant, on peut donner l'espace pour l'étudiant d'être créatif, mais comment est-ce que vous évaluez la créativité, le résultat? Parce que le problème, c'est au bout d'un moment, ça devient de nouveau un jugement. Et ce que moi, je vois un peu, le moins qu'on juge, le moins on laisse l'espace, le plus moi je dis toujours les enfants, hein, les étudiants peuvent se développer, peuvent grandir. Et moi, j'ai toujours la question, comment on peut évaluer la créativité et l'innovation et dire, voilà, bien fait. Je ne sais pas, peut-être c'est une question aussi pour nos invités ici. Comment, peut-être dans votre institution, vous évaluez l'innovation et comment vous motivez la créativité dans vos institutions?
Bonjour à tous. Moi, j'enseigne la réflexion créative à l'UCL, pas à l'ULB, à défaut. Ouais. Mais je voulais vous raconter une histoire que je leur ai racontée. Ben Zander, qui est le chef d'orchestre de Boston Philharmonic Orchestra, un jour on a eu marre de recevoir des enfants de 5 à 12 ans qui étaient les meilleurs musiciens du monde, à qui il devait donner un grade A, B, C, D, E. Et en parlant avec sa femme thérapeute, il a suggéré de mettre un A tout de suite. Donc le premier cours, il reçoit ses étudiants et il leur donne un A. Et résultat, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont A. C'est pas qu'ils vont avoir A, ils ont A. Et là, le futur est déjà là. Et les enfants écrivent à Ben, ce qu'il leur demande, c'est écrivez-moi une lettre datée de dans 3 mois, mais comme si on était à la fin d'année, où vous m'expliquez comment vous avez fait. Et là, on a en fait ce qu'il appelle l'art, the art of possibility. Il a écrit un livre là-dessus. Moi, j'ai essayé de faire ça à l'université. J'ai expliqué que je voulais leur mettre 18 et qu'ils m'expliquent pourquoi ils avaient 18. Et on m'a dit, ça va pas ou quoi la tête? Pourtant, la créativité, c'est l'art des possibilités, hein. C'est que ça, on cherche des possibilités. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il y a une question qui est l'université, comme on dit Jean-Louis et moi, dans les écoles tuent 2/3 de la créativité et les universités stérilisent le reste. Parce qu'elles formatent les esprits au lieu de les libérer. Et je ne crois pas du tout que laisser les gens, sans leur donner de syllabus, soit assez, parce que pour construire une skill, il faut leur donner l'esprit et les outils. Et l'esprit, c'est plus important que les outils. Les outils, on les trouve sur le net. L'esprit, c'est l'esprit de liberté. C'est la capacité de changer sa vision du monde, quoi. On a dit tout à l'heure, il faut donner aux gens le droit à l'erreur. Nous, aujourd'hui, on est, je pense, une étape plus loin. On leur dit, vous avez l'obligation à l'erreur, avec la limite de ne mettre pas l'entreprise en péril. C'est, je trouve, quelque chose qui est vachement dynamique. Et alors, comment on analyse ce qu'ils ont réalisé avec leurs idées? C'est pas toujours tout de suite chiffrable. Ça se voit dans le comportement de l'équipe, ça se voit dans l'accueil des clients, ça se voit dans la manière de résoudre les problèmes, ça se voit en prenant une certaine distance à un problème précis. Je trouve qu'il y a ce droit à l'erreur et cette obligation à l'erreur est quand même très différente, hein. Un camion qui vient de Sicile et qui a dû freiner après 2000 km et il y a une palette avec des oranges qui est complètement pliée, ben, il y a 2 solutions. C'est ou envoyer tout de suite une note de crédit, etc. et gueuler, ou faire une belle photo en remerciant pour tout le reste qui est quand même bien arrivé. Et l'Italien, même le Sicilien, est capable de voir qu'il y a 50 cartons qui sont pourris et lui-même fait la note de crédit. Donc, il a l'obligation de trouver une solution à ça rapidement. Il y a une question au fond, mais je vais quand même faire réagir parce que je ne suis pas sûr de vous avoir entendu complètement sur l'éducation à l'innovation et sur le rôle des enseignants et de l'enseignement vis-à-vis de l'innovation et de la créativité. Puis on fera naturellement réagir aussi Sandra. Mais écoutez, quand j'entends Sandra qui demande à ses étudiants de trouver une solution alors qu'ils n'ont pas d'outils et qui n'ont pas été formés à la réflexion créative, je trouve que c'est un piège. Ils ne peuvent pas. C'est comme les gens, moi j'entends l'autre jour un monsieur au supermarché qui dit à son fils de 5 ans, mais enfin, réfléchis. Le gosse de 5 ans, réfléchir, c'est un skill. Donc c'est un talent, et comme tout talent, il peut se développer, s'apprendre et se perfectionner. Et donc, c'est un très mauvais tour à jouer aux gens de leur dire « soyez créatifs », généralement accompagné de « mais soyez raisonnables ». Parce qu'on n'a pas de pognon, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Donc, en fait, pour revenir à ce que tu disais, Sandra, les contraintes, il ne faut pas en avoir peur, elles existent. Je veux faire un truc, je n'ai pas le personnel. Contrainte, je n'ai pas l'argent. Contrainte, je n'ai pas le temps. Et ça, bien identifié, si j'arrive à trouver un truc, c'est de la vraie créativité. C'est ça que je veux dire. Je reviens peut-être à un petit expériment que peut-être quelques d'entre vous ont déjà entendu. Comment on peut éduquer la prochaine génération d'être plus créative. Et il y a des très chouettes études qui disent le plus qu'on laisse les enfants s'ennuyer
et leur pas donner des outils / des jouets, ils deviennent plus créatifs. Maintenant, ça contredit un peu ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec vous, on a besoin des outils. On a besoin, par exemple, de savoir qu'est-ce que ça veut dire réfléchir, réfléchir. Mais après, je me dis toujours, pourquoi pas laisser aussi vraiment la place. J'ai beaucoup aimé qu'est-ce que vous avez dit, l'esprit et d'un autre côté, les outils. Je pense que l'esprit, c'est primordial pour être créatif et après, les outils viennent automatiquement. Et c'est plus facile d'apprendre les outils et pas avoir l'esprit. Parce que moi, je rencontre beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup d'outils, mais qui n'ont pas l'esprit créatif. Parce que pour eux, tout ce qui est routine, tout ce qui est structure, c'est la sécurité. Et je trouve que là, et maintenant je suis un peu provocante, je trouve que les étudiants, parfois, ils sont un peu paresseux. Bon, un peu peut-être entre guillemets, je ne sais pas si j'ai un peu provoqué la salle ici, mais c'est un peu mon cas. Hein, parce que je trouve que le plus que je leur donne comme outils, comme informations, le plus ils se lâchent ou ils se reposent là-dessus. Parfois, je suis aussi critiquée là-dessus parce qu'après, ils disent « ton outil n'a pas marché ». Mais c'est là où je dis, est-ce qu'il n'y a pas une demande de encore laisser plus de liberté pour l'esprit créatif et après les outils? Le débat est lancé. Cette fois, il n'y a plus de doute. Bonsoir, je m'appelle André et je suis étudiant à l'ULB. Et alors en fait, je voudrais depuis, non, pas tellement longtemps, non. Pourquoi? Ma vie est longue encore. Alors, en fait, je vais partir sur 2-3 éléments que j'ai entendus qui me surprennent un peu. Le premier élément, c'est quand Sandra. Sandra disait il faut prendre les étudiants par la main. Le deuxième élément, mais c'est son beau-père qui le disait, c'est ça, qui disait il y a une obligation d'erreur. Eh bien, j'ai sursauté à ces deux idées. Parce que j'ai essayé pendant à peu près les 15 dernières ou 20 dernières années de mes enseignements à l'ULB, je rentrais dans un auditoire de 300 à 400 étudiants ou dans un auditoire de 5, 10 ou 15 et je leur disais bonjour et je leur demandais s'ils avaient des questions à partir du premier cours, c'est-à-dire à partir du moment où l'on se voyait pour la première fois. Et à chaque cours, je l'ai fait pendant toute l'année. Je n'ai jamais eu pendant ces 15 années 2 fois le même cours, jamais. Pourquoi? Parce que, avez-vous des questions? C'est justement le fait que s'il n'y a pas une obligation d'erreur, il y a une obligation de risque. C'est plutôt ça que je vois, plutôt que l'obligation d'erreur. Et quant à l'esprit, je crois qu'à un moment donné, il se forme à partir, et pour moi, j'étais enseignant, donc j'apprenais, c'est pour ça que j'étais étudiant à l'ULB, c'est qu'au fond, à chaque cours, je devais apprendre à réagir d'une façon qui soit adéquate par rapport à ce qui m'est dit, par rapport à la matière enseignée et par rapport aux résultats, puisque je vais les évaluer plus tard à l'examen. Et ce qui m'a fort étonné, c'est qu'au fond, quelle que soit la réaction, la question, la remarque, c'est absolument incroyable le type d'interpellation auquel on est sujet dans une foule comme cela, eh bien, je remarquais que c'était moi qui devais faire preuve d'une certaine capacité d'innovation ou de créativité. Enfin, vous m'y faites penser maintenant. Simplement, c'était amusant, c'était instructif et c'était corrélé à quelque chose de précis qui était le fait de développer une connaissance. Et cette connaissance, elle se faisait à la fois par l'esprit, en théorie, mais aussi par la pratique, des exemples et donc des outils. Donc les mains dans le cambouis ou la tête dans... Non, pas la tête dans le cambouis parce que sinon je ne respire plus, ce n'est pas possible. Ah bon, voilà. Alors ça c'est un aspect des choses. Deuxième aspect des choses, j'étais vice-recteur à l'ULB et je me suis occupé notamment de dossiers tels que celui-ci par exemple. Un jour, les cercles folkloriques viennent me voir et me disent, voilà, on voudrait pouvoir faire des baptêmes sur le campus, les baptêmes d'étudiants, les baptêmes folkloriques. Alors vous savez combien ça peut défrayer la chronique, combien ça peut être dangereux, difficile. Et depuis la création de l'ULB, ça se faisait dans des endroits, la plupart du temps sordides ou au milieu de croisements d'autoroutes, donc ce n'était pas très drôle. Et je leur ai dit, d'accord. Alors ils ont d'abord été étonnés. Je dis, comment? On ne nous a jamais
imaginez que vous auriez dit ça. Je dis d'accord, vous faites le dossier. Oui, mais et vous faites un dossier défendant votre idée ou le concept d'un baptême sur le campus. Ils l'ont fait. Quand je l'ai reçu, je l'ai envoyé à l'administration de l'université. Et j'ai dit à l'administration, voilà, ces étudiants sont de toutes les disciplines. Ils ont fait un dossier sous toutes les facettes, juridiques, financières, techniques, politiques, enfin tout ce que vous imaginez, Solvay et tout. Et qu'est-ce que vous répondez à cela? Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Mais à une condition, vous ne pensez pas argent. Alors Jean-Louis a dit, il y a la question d'être raisonnable. Mais qu'est-ce que c'est être raisonnable? Pour moi, être raisonnable, ça vient à la fin. Parce que de toute façon, on est tenu par de la logistique ou de la finance. À un moment donné, le problème de notre monde, c'est que nous pensons toujours d'abord argent. Et c'est ça qui est terrible. Argent pour argent par argent. Je crois qu'il faut y penser à la fin. Et donc, on a fini par avoir les chapiteaux de baptême parce que j'ai fait des allers-retours entre les groupes. Et je pense que ça faisait l'objet d'une innovation, d'une créativité. Et c'était très amusant. Merci beaucoup. C'est vaste. C'est vaste. Une autre règle, bien sûr. Et puis on fera réagir les intervenants après. Alors moi, c'est plutôt un témoignage qu'une question. La créativité, elle peut prendre des tours et des détours étonnants. Je dirais en résumé que nécessité fait loi. Je suis coach en entreprise et auprès de particuliers. Il y a environ un an, un DRH m'envoie un cadre qui n'allait pas très bien dans son entreprise en disant « Écoute Daniel, il faudrait que tu le coaches ». Je vois l'impétrant qui me dit « Écoutez, monsieur Fulda, j'ai aucune envie d'être coaché, je sais que ça ne va pas marcher, donc on ferait mieux de laisser tomber. » Donc j'avais plusieurs possibilités, revenir auprès du DRH en disant « Ça ne va pas marcher, votre gars, il ne veut pas », dire au gars pourquoi, etc. J'ai pris une approche out of the box. Je lui dis « Écoutez, monsieur Dupont, j'entends que ça ne va pas marcher. Alors ce que je vous propose, on se revoit dans une semaine et vous m'apportez les 17 raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. » La semaine se passe, il revient me voir. Et il revient me voir et il me dit écoutez, j'en ai trouvé que 9. Et on a pu commencer le coaching à ce moment-là. Je ne lui ai pas demandé ces 9 raisons, mais quelque chose s'était débloqué. Il avait compris ou pas compris, mais quelque chose s'était débloqué. On a fait un coaching et 3 mois après, je l'ai remis dans les mains de son DRH et il avait avancé. Pour moi, c'est un exemple de créativité, non pas fonctionnelle, mais ailleurs. C'est même mieux que ça, c'est de l'innovation marketing. Sandra ? Peut-être juste pour revenir à votre exemple, c'est un exemple où vous avez enlevé un blocage. Où vous avez enlevé un blocage pour être ouverte, pour laisser de l'espace, pour aller plus loin. Et je pense que maintenant, on peut définir le mot blocage. Et ça existe dans toutes les institutions, ça existe dans toutes les institutions d'enseignement. Exactement. Et il y a juste une petite chose, peut-être j'aimerais bien aussi partager. J'ai une fois fait un cours d'innovation, Design Thinking, et j'ai donné une boîte à mes étudiants en groupe où il y avait un œuf dedans, il y avait des petits trucs pour bricoler et rien d'autre. Et j'ai dit, écoutez, votre but, votre goal, c'est d'arriver à transporter cet œuf de A à B. C'est tout ce que je vous demande, tout ça. Et c'était assez marrant parce qu'on a fait un petit expériment. On a laissé 5 groupes dans une grande salle. Et après, on avait encore 5 autres groupes qu'on a carrément mis dans des salles séparées. Ce qui s'est passé, les 5 groupes qui étaient dans la même salle ont commencé à se copier. Alors, il y a un alpha, pas male, c'était female, qui a commencé à mettre des tables ensemble parce qu'elle a dit on va construire un pont avec tous les outils qui sont dans cette boîte et on va essayer de transporter l'œuf de A à B. Voilà. Tout d'un coup, il y a tout le monde qui a commencé à mettre les tables, différentes distances, mais tout le monde, tout d'un coup, a commencé à construire des ponts. Les 5 groupes. Alors, on a commencé à discuter et tout le monde trouvait ça énormément créatif et énormément innovatif. On avait 5 ponts, différentes distances, différentes, laissons dire, décorations.
Et après, j'ai invité les autres 5 groupes de revenir dans la salle et de présenter leur idée. Et ça revient un peu à les dessins que Jean-Louis a fait. Tout d'un coup, ils ont dit « Oups, mais il y a d'autres manières de transporter un œuf de A à B. On prend peut-être même pas des tables, on prend d'autres choses. » Alors, ce qui était assez intéressant, c'était la réaction des 5 groupes qui étaient bloqués par quelqu'un qui a commencé, le alpha female, pas un alpha male de nouveau, et qui a instruit qu'est-ce qu'on doit faire. Et les autres, ils étaient vraiment libres. Et pour moi, c'était aussi, comme vous avez dit cet exemple, un exemple pour un groupe qui peut être innovatif sans avoir des blocages, des contraintes. Et en anglais, en marketing, on dit toujours priming and anchoring. Si vous influencez votre audience, vous pouvez être sûr et certain, même si vous avez dit ça avec une voix très, 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 très basse, ils vont écouter ça, ils vont reprendre ça et copier. Jean-Louis, j'imagine que vous avez plein de commentaires. Je voudrais faire un commentaire. Donc, j'espère que vous allez retenir 2 choses de cette séance, en tout cas en ce qui me concerne. La première, c'est les carrés. Donc, spontanément, vous trouvez 4 formules et il y en a 100 000. Donc, réfléchissez dorénavant aux concepts et aux idées. Et deuxièmement, dans la méthode que nous utilisons, Aline et moi, qui s'appelle les 6 chapeaux pour penser, il y a une exigence qui dit il faut pousser la pensée le plus loin possible. Et alors, je voudrais vous demander de faire ce petit exercice. Restez assis, pas monter sur la banquette. Voulez-vous bien lever votre bras, le bras de votre choix, le plus haut possible? Est-ce que vous pouvez me donner 1 centimètre de plus? Je vous remercie. Donc, n'oubliez pas les carrés, 100 000 trucs. Et là, c'est là qu'on gagne, c'est pas ici. Et oubliez surtout les clients' needs, parce que les gens n'expriment jamais que ce qu'ils peuvent imaginer. Imaginez surtout les demands, c'est-à-dire quelque chose qu'ils n'ont pas exprimé, mais que si vous l'inventez, tout le monde va le vouloir. Et sur la question de l'enseignement qui a été abordée, et surtout sur le rôle, j'ai apprécié parce que la question de tout à l'heure rebondissait sur... Ok, je demande un rebond et pardon, je vous avais pas vu. Il y avait un rebond sur le rôle du leader. Il y avait une question sur le rôle de leader pour l'innovation. Et j'ai entendu le leader, quand on est prof, quand on enseigne, on a un rôle de leader par construction. Le rôle de leader, c'est de poser des questions et même de poser des questions qui posent des questions. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis plutôt pour le shapership que pour le leadership, parce que le leadership, vu comme on le voit encore trop souvent, c'est assez von Karajan avec 80 musiciens à qui il dit ce qu'on va jouer et à quel tempo, tandis que le shapership, c'est inspirer les gens à de nouvelles formes. Donc, en ce qui concerne l'enseignement, il y a un énorme problème vis-à-vis des enfants. Je vous raconte l'histoire suivante. En Angleterre, une professeure dit à ses gosses, 6-7 ans, « Mes enfants, ce matin, on va dessiner, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. » Et il y a une petite fille qui prend un crayon, qui commence à toute heureuse, souriante, et le professeur arrive près d'elle et dit, « Qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ? » Je dessine le visage de Dieu. Mais personne ne sait à quoi Dieu ressemble. Ils le sauront dans 10 minutes. Alors, de 2 choses l'une, ou bien la professeure dit « Mais enfin, c'est ridicule, dessine quelque chose de normal », ou bien le professeur dit « Formidable, je me réjouis ». Et il y a beaucoup de chances que cette petite fille encouragée deviendra très créative, et d'autres, dans l'autre cas, pas. Merci. Mon nom, c'est Marina Senami Monkoum. Je viens du Bénin et j'étudie le master avancé en microfinance à l'ULB. Je voulais juste parler de quelque chose parce qu'à vous écouter, vous aviez parlé de l'innovation, la créativité et autres. Rapidement, j'ai étudié l'économie au Bénin et après, j'ai voulu aussi étudier la communication. Et tout le monde m'a demandé, mais où est le rapport
économie continue, en finance, en économétrie et autres. J'ai dit oui, moi je vais utiliser la communication comme un outil pour servir l'économie et trouver quelque chose. Les gens ont dit, bon, on va voir ce que ça va donner. J'ai dit ok. Après cela, j'ai fait un master en MBA. On dit vraiment, tu ne sais pas où tu vas. Je leur ai dit, je sais où je vais. Parce que pour moi, l'économie plus la communication est égale à l'MBA. Et ils ont dit, OK, dans 5 ans, on verra ce que tu deviendras. Il me reste 2 ans pour devenir ce que je dois devenir. Oui. Maintenant, quand j'ai fini mon master, j'ai créé une entreprise, un restaurant, pour vendre de l'attiéké. Je ne sais pas si vous connaissez l'attiéké. L'attiéké, c'est le couscous de manioc qu'on peut appeler ici. Voilà. Et de là, pourquoi est-ce que j'ai créé l'entreprise? C'est vrai que j'avais besoin de fonds pour subvenir à mes besoins, mais aussi parce que je voyais plusieurs de mes amis qui ont fini l'université qui restaient à la maison. Et je dis, bon, moi, je vais créer quelque chose. Comme l'État ne veut pas nous embaucher, moi, je vais créer quelque chose et embaucher mes amis. Et quand j'ai créé le restaurant, jusqu'à aujourd'hui, ça embauche que les étudiants. Avant de travailler dans mon entreprise, il faut être d'abord étudiant. Et après cela, quand j'ai créé l'entreprise, j'embauche que les étudiants. Tout le monde s'est dit, mais où tu vas? Tu es sûr que ça va donner quelque chose? Toi-même, au fait, on te dit que tu n'es rien et que toi, qui va te suivre? Mais quand j'ai commencé un peu, je vous assure que actuellement, j'embauche au moins 2 permanents, plus un occasionnel. Et après, quand je suis venue ici, on dit, oh, OK, ça va tomber. J'ai dit non. Moi, je sais que ça ne va pas tomber. Donc, j'ai laissé mon frère continuer l'entreprise et moi, je suis ici. Et j'ai dit, quand je suis venue en Europe ici, je vais créer encore la même entreprise et embaucher encore des gens ici. Et ça sera un lien entre l'Afrique et l'Europe. Afrique-Europe, je me demande si c'est possible. On m'a dit que je réfléchis trop et que je suis folle. En fait, sincèrement, c'est à cause du mot folle, fou que j'ai vu sur l'affiche, que j'ai dit non, il faut que je postule pour venir ici, pour voir comment est-ce qu'on peut être fou et réussir. Merci. Vous êtes un exemple extraordinaire parce que je voulais encore parler d'une autre petite étude qui dit il y a 18 caractères d'un créatif. Et là, vous avez déjà démontré 4. Ça veut dire que vous prenez le risque, vous sortez de votre entourage qui est vraiment bloqué sur l'économie et la communication. Apparemment, ça ne marche pas ensemble. Vous prenez le temps et vous êtes aussi quelqu'un qui motive d'autres gens. Hein. Les créatifs motivent énormément d'autres gens. Et juste pour vous dire, c'est un très, très chouette étude. Quelqu'un qui est intéressé, j'aimerais bien le partager. Mais c'est 18 caractères d'un créatif et qui motive vraiment aussi d'autres gens à être créatifs. Alors, merci pour votre partage. Jean-Louis, une réaction sur cette innovation qui est innovation en permanence, qui se fait au jour le jour? Mais je n'ai aucun commentaire à faire, sinon je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous trouve marrante et c'est vraiment très important de bien s'amuser dans la vie et de faire ce qu'on a envie de faire, ou sinon on se met des pantoufles mentales et on devient pensionné à 35 ans. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires, d'autres réactions de la vraie vie? Peut-être mademoiselle? Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au processus de l'innovation, où quand l'innovation n'est plus une innovation, mais devient le business as usual. Comment est-ce que, à quel moment on se dit, voilà, maintenant on y est, on a décidé que le but c'était de faire ça, à qui on le donne après? J'ai travaillé dans différentes entreprises et souvent on innove, on décide de créer un nouveau customer journey ou quelque chose comme ça, et puis après l'innovation devient business as usual et arrête d'être une innovation et les gens qui s'en occupent sont moins créatifs. Donc ma question, ou my two cents, c'est comment est-ce qu'on peut gérer l'innovation et le business as usual? Un sacré paradoxe. Jean-Louis? Le business as usual, c'est en effet une voie un peu pantouflarde. Maintenant,
la manière de regarder le business as usual, de manière intéressée, curieuse, permet de faire des miracles. Je prends un exemple que vous connaissez peut-être, qui est celui de Katia Bastioli, qui est cette Italienne qui... il y a du plastique, ça existe, le plastique existe dans le monde entier, et elle est terriblement préoccupée par la planète, par la protection de la planète, et elle travaille dans une région d'Italie où les agriculteurs ne peuvent pas travailler pour des raisons de quotas, et donc il y a 1000 personnes tous les jours qui tapent le carton, qui fument et qui boivent de la grappa, et qui reçoivent de l'argent pour ça. Et elle se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette région pour occuper les gens, c'est-à-dire allier le développement au développement d'une région. Et comme elle est curieuse et qu'elle a 107 brevets à son nom, hein, ce n'est pas une clinche, autrement dit, elle se dit, tiens, depuis qu'on ne cultive plus, il y a une invasion d'une plante qu'on brûle depuis des centaines d'années, qui est le chardon. Le chardon pique, le chardon ne sert à rien, et elle, en bonne scientifique, elle prend le chardon, elle commence à l'étudier, avec curiosité et pas d'a priori. Donc le chardon n'est pas une plante néfaste, le chardon est une plante. C'est très différent. Et après quelques études bien menées, elle se rend compte que le chardon constitue 6 sources de revenus et que la tonne de chardon que l'on brûlait avant pourrait se vendre 4200 € la tonne. Comment est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à étudier le chardon en bonne scientifique et elle s'est rendue compte, par exemple, que dans la fleur, il y avait de l'huile très fine pour la mécanique horlogère suisse. Deuxièmement, dans la fibre du chardon, il y a de la fibre pour faire des vêtements. Troisièmement, sur la feuille du chardon, il y a une poudre qu'on peut mettre pour faire du pecorino. Quatrièmement, il y a dans les racines un élastomère qu'on peut ajouter à la fabrique de pneus pour les rendre plus résistants. Cinquièmement, il y a un désherbant naturel qui fait que maintenant, ce désherbant du chardon est utilisé en France par les vignerons pour remplacer le Roundup. Et sixièmement, ça m'échappe, oui, et le nourriture pour bétail, le soja, moins cher que le soja. Donc voilà, business as usual, vu autrement. Donc on peut toujours regarder de manière curieuse. En fait, ce qui me frappe beaucoup à l'heure actuelle, c'est le manque de curiosité des gens, en général. Et quand on va voir à la marge ce qui se passe dans les entreprises, tout ce qui pourrait être emmerdant, on le laisse tomber. Surtout pas. Oh non, ça. Bon. Et alors on continue à s'enfoncer dans la routine et on meurt lentement mais sûrement parce qu'on n'a pas vu ce qui allait se passer. Oui. Je vous écoute. Parlez fort. Pour moi, l'innovation, ce n'est pas seulement un produit qui est différent et qu'on va mettre sur le marché. L'innovation, ça peut être partout. Ça peut être une façon différente de présenter les légumes là. Ça peut être une façon différente de communiquer, une façon différente de manager, une façon différente d'aménager son bureau. Et on peut être tous innovants, que ce soit le comptable, le communicant, le RH, et peut-être même d'ailleurs beaucoup les RH. Il y a beaucoup à faire en termes de management et on n'a pas beaucoup parlé d'innovation managériale. Ceci dit, dans ce que vous venez de dire, il y a énormément de proximité entre la créativité et l'innovation. Hein? Le packaging, c'est plutôt la créativité. Par contre, un packaging qui se dissout, que vous pouvez manger, ça c'est de l'innovation. Vous voyez, ça, il y a une proximité. Sandra, des réactions? Business as usual. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit, surprendre. Je pense qu'un résultat d'une innovation ou de faire différemment, c'est surprendre.
Et c'est ça où je pense aussi, sans maintenant retourner dans le jugement ou retomber sur comment on peut évaluer l'innovation, mais je pense que surprendre et vraiment essayer de faire quelque chose d'autre. Hein, et à mon avis, ça, c'est un bon résultat. Maintenant, business as usual. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense un peu, et je pense qu'on a aussi un peu eu cette conversation avant. Tout le monde parle de burn-out. By the way, on avait aussi un sujet burn-out à un de nos management cafés. Il y a une autre maladie dans les institutions qui s'appelle le bore-out. People are getting bored. Hein? Et moi, je pense que, et je pense Lisa l'a bien dit, si on arrive à un état où les gens ou les employés sont bored, où il n'y a aucune créativité ou innovation happens, c'est là où il faut vraiment repenser l'organisation. Et c'est là où on vient à ces constraints. Francis, tu veux dire quelque chose? Tu veux produit, trouver tous les produits et toutes les bonnes vertus d'une plante, d'une nouvelle plante, c'est évidemment pas n'importe qui peut le faire. Il faut déjà connaître. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce rôle de leadership. Je trouve que le plus gros gaspillage qu'il y a pour le moment dans le monde, c'est le gaspillage du talent des gens qui travaillent dans les sociétés. On ne fait pas remonter l'intelligence collective. Si les leaders ne sont pas inspirés et inspirants, eh bien, on ne va pas faire remonter cette intelligence collective. Or, souvent, les solutions créatives se trouvent dans les sociétés, cachées dans la tête de quelqu'un, mais qu'on n'écoute pas parce qu'il est caché par des niveaux de pouvoir et de contrôle, etc. Et donc, je pense que le leader a un énorme impact sur la mise en place d'une structure ouverte, accueillante, agréable, et faire remonter le bonheur au travail dans une société, parce qu'on n'a pas envie d'être créatif pour une boîte dans laquelle on s'emmerde. Tandis que si on s'amuse, ça va devenir beaucoup plus facile, et le talent est là, on le paye le même montant s'il est bored ou s'il n'est pas bored. Donc autant être des leaders qui changeons cette donne-là, et ça va créer plus de valeur. Par rapport au leadership, moi j'avais envie de dire, je vois les courbes que Jean-Louis a dessinées, et moi je pense que le business as usual, pour moi, ça veut dire faire les choses dans un certain paradigme. Et aujourd'hui, je ne dois pas être la première qui dit ça des management café, mais tout le monde dit le business as usual is dead. Et pour une raison, c'est que le monde qui se dessine, en fait, oblige les leaders, et pas que, à réfléchir autrement. Et pour rebondir sur ce que Sarah disait, moi, je trouve que l'emmerdement dans une entreprise, aujourd'hui, c'est le manque de sens, meaning, purpose. Et il y a d'ailleurs plusieurs bouquins sur le Purpose Revolution, mais il y a une révolution plus chez les jeunes, c'est que les jeunes, ils ne veulent plus travailler pour des boîtes dont ils n'ont rien à foutre, en fait. Donc, innover, pour moi, aujourd'hui, a complètement changé de sens. Alors qu'il y a quelques années, on pouvait faire un dentifrice au ylang-ylang parce que ça n'existait pas dans le rayon dentifrice de Unilever. Aujourd'hui, on s'en fout. En fait, ça a produit un énorme problème, c'est de l'argent et du pouvoir, mais ça n'a pas produit de la richesse et pas une prospérité inclusive. Et même des journaux comme Forbes Magazine et Harvard Business Review, maintenant, disent que la prospérité, c'est l'abondance de solutions aux problèmes humains. C'est-à-dire, en fait, qu'un business, ils disent une license to operate, uniquement s'il innove. Mais ça veut dire, innover, c'est amener de la richesse dans le monde et pas juste faire des conneries. Hein. Et je pense que là, on est dans un nouveau jeu qui est vraiment le business as unusual, c'est-à-dire c'est une révolution complète sur le but même de l'innovation, qui n'est pas de remplir les rayons des supermarchés, mais de vraiment apporter des solutions. Et que ça nous force à avoir une autre forme de réflexion. Et le leadership lui-même, il a un rôle formidable parce qu'il inspire, en fait, ce genre de choses. Pardon ? Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que normalement, le leadership inspire ce genre de choses avec un respect, mais vous entendez tout le respect qu'il y a derrière, c'est qu'on arrête de parler de consommateurs aussi, hein. On parle de citoyens, donc pour ça, il faut qu'on se regarde comme ça aussi. Et je voulais juste dire un petit mot par rapport à business as unusual. Il y a des entreprises qui travaillent avec des prises de risque, pour revenir à ce qu'André disait, et ils le font très fortement sur le business as unusual, et ils le ramènent à la normalité, c'est-à-dire ils l'intègrent
dans le business as usual, une fois qu'ils ont considéré qu'ils ont abouti à quelque chose qui devient leur normal. Donc la notion de normal, ça dépend de la vitesse à laquelle on transforme l'impossible en possible, ou on transforme quelque chose qui est une prototype, une expérience même managériale, en quelque chose qui se fait tous les jours. Il y a quand même quelques évolutions. Parce que l'une des dernières couvertures de Harvard Business Review, c'est Curiosity as a Business Model. Et il y a un mouvement de fond qu'on voit spécialement dans le monde anglo-saxon, auquel on croit ou on ne croit pas, mais autour du business for good, business for social good. Il y a des positionnements, des déclarations de positionnement qui sont aussi fortes et qui donnent du sens. Et le social good, par définition, il est tellement fluide qu'on ne peut jamais être sur as usual. Ça change tout le temps. Il y a toujours des nouvelles demandes. Une réaction, Sandra ou Jean-Louis, ou je passe Pour rebondir sur ce que Francis a dit, je crois qu'on a une énorme dose de créativité à l'intérieur de l'entreprise. C'est pour ça que l'obligation à l'erreur, c'est quelque chose qui devrait les faire rebondir. Et nous, quand nous engageons quelqu'un, la première chose qu'on leur dit, c'est qu'on n'est absolument pas assez riche pour payer des frustrés. Donc, s'il ne prend pas cette obligation à la créativité, et si je le vois, quelqu'un dans l'entreprise qui tire la tronche, il y a un vrai souci et la discussion, elle est rapide. Hein. Je voulais peut-être juste encore parler d'une information que j'ai eue aussi par rapport à des entreprises. Il y a toujours la question où l'innovation se fait. Et je trouve que là, on est encore un peu trop élitiste parce qu'on dit l'innovation, c'est sur le niveau management, peut-être un petit peu en dessous. Volkswagen a sorti une étude où ils ont dit les gens les plus créatifs qu'on a dans notre entreprise, ce sont les gens qui travaillent dans les garages, qui trouvent exactement là où il y a les problèmes, des solutions. Et c'est plus dans le management où se fait l'innovation, c'est vraiment, et sans être hiérarchique, mais c'est vraiment là où le travail se fait. Alors pour moi, c'est aussi une grande demande aux entreprises, laisser la possibilité à tout le monde de innover, d'être créatif. Parce qu'on est encore trop dans cet esprit élitiste où on fait des brainstorms et des workshops qui sont juste pour les managers et les directors. Hein. Mais ça, il faut vraiment comprendre que l'innovation peut arriver partout dans l'organisation. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le brainstorming, quand on n'a que 4 possibilités, c'est de la vraiment... Hein, brainstorming, bonjour, quoi. Hein, c'est surtout beaucoup de storm sans beaucoup de brain. Et ça, le brainstorming en général dans les entreprises, c'est qu'on arrive avec des idées toutes faites et on shuffle, on mélange les 4 trucs. Et alors on trouve ceci avec un peu de cela, avec un peu de cela, un peu de cela, et on a fait du brainstorming. Et en général, le brainstorming, c'est très bon en publicité, mais dans les entreprises, ça a beaucoup de limites. Merci. D'autres réactions, d'autres expériences? Oui, oui, oui. Je trouvais intéressant la remarque de Madame sur que les solutions, c'est les gens sur le terrain qui le trouvent. Et moi, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises à faire remonter l'information. Et ça, il y a des techniques pour ça qui sont l'écoute, qui sont motiver les gens, partir de leur propre culture. Je pense aussi, ayant travaillé avec des Vietnamiens, avec des Africains, etc., il faut tenir compte de la culture. Par exemple, en Afrique, vous verrez, on ose moins parfois la créativité parce qu'il y a plus le respect de l'ancien. Et donc, il y a tout ça dont il faut tenir compte. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? On revient sur le management aussi. Hein? Tout à fait. Et de nouveau, on revient à ce rôle du leader.
rôle du leader, la responsabilité du leader de créer un espace ou un environnement où l'innovation et la créativité et l'innovation est possible. Ouais. Mais alors, on tombe souvent sur des gens qui disent oui, c'est formidable, mais concrètement, qui est le mot que je déteste le plus dans le management, c'est concrètement, c'est l'illustration de nos limites. Hein. C'est ça, quoi, concrètement. Hein. On voit, d'ailleurs, réfléchissez à ce qui se passe. Un manager ou un leader va réduire les coûts, il va licencier, il va restructurer et il va délocaliser. Et une fois qu'il a fait ça, il a fait son job. Et puis on s'est trouvé, nous, dans une entreprise où on a trouvé un truc comme ça, et tout d'un coup, l'affaire remarche bien parce que on a trouvé l'inclinaison des lignes qui fait que. Et tout d'un coup, la perception change, tout d'un coup, des horizons s'ouvrent, et tout d'un coup, on trouve de nouveaux produits ou de nouveaux services, et on est parti. Donc c'est ça qui compte surtout, c'est cette capacité de créer une ambiance qui dépasse le concret, parce que le concret à notre époque, c'est le trimestre. Hein. Quels seront les chiffres du trimestre, hein, qui tuent évidemment. Hein. Transformation d'entreprise, 3 ans. Et qu'est-ce qu'on fait en janvier, quoi. Donc il y a un grand problème d'éducation de leaders à l'ouverture d'esprit et au changement des critères d'évaluation, je pense. Hi, can I pose my question in English? Hi, good afternoon. My name is Christina. And I'm really, really puzzled because from what I understand, creativity, it's a lack of hierarchy and it's a lack of domination. For me, leadership has been defined as a hierarchy. So for me, this is a contradiction. But also, our capitalist system is based on the idea that there are no alternatives and on a hierarchy. So how do you combine creativity with a system that is essentially a hierarchy, a pyramid? What do you do? Thank you. I'm not sure, but it's a question. The thing is that there is a difference between leadership and authority. And the old system, the hierarchy, which I compare usually to with the symphony orchestra, there is a tendency nowadays to have what I call a revolving leadership. And if you take the jazz combo, I am a jazz musician, I play the double bass, and a jazz combo is a combination of individuals who apply 4 principles. 1, they know their instrument. Otherwise, you don't play. 2, they agree on the tune. Pardon, ils se mettent d'accord sur le morceau qu'ils jouent. On va jouer les Feuilles Mortes, on va jouer St. Louis Blues. On se met d'accord sur le ton. Est-ce qu'on joue en Fa, en Do, en Si bémol, de manière à ce qu'il y ait harmonie. Et puis on se met d'accord sur le tempo. Et si on est dans les industries de la IT, il faut vraiment qu'on joue vite parce que ça change vite. Et si on est dans la construction aéronautique, on a 10 ans pour faire un nouveau moteur, yeah. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'un combo correspond beaucoup plus au système de hub and networks qui sont en train d'apparaître pour le moment, où, à un moment donné, quelqu'un prend le leadership parce que, si nous prenons la métaphore de la mayonnaise est quelque chose qui réunit 5 éléments, qui est plus que la somme des parties, et à un moment donné, il y a besoin d'un jaune d'œuf. Et tout le monde ne peut pas faire tout. Donc il faut le meilleur jaune d'œuf, il faut la meilleure huile, le meilleur vinaigre, le meilleur sel, le meilleur poivre. Donc je pense que la tendance qui est en train de se dessiner à la marge, c'est beaucoup plus le network et hubs and networks que la hiérarchie qui va se maintenir. Elle va mourir, ça va prendre du temps parce qu'il y a encore des jeunes leaders, mais je pense qu'on va aller plutôt vers le jazz que vers Von Karajan.
Une dernière question, s'il vous plaît. En fait, pour répondre à cette question, moi, je crois qu'aujourd'hui, le leadership, en fait, c'est plutôt la pyramide inversée. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de mener un projet loin s'entoure de gens et engage des gens qui sont plus compétents que lui-même, et spécialement dans leurs instruments. Et ensuite, le leader va être là vraiment pour servir ses équipes plutôt que pour les diriger. Et vraiment servir de enabler à des gens qu'il a choisis pour leurs compétences. Merci de me tendre d'ailleurs cette perche, car la différence entre leadership et pouvoir ou autorité, c'est que le leadership, c'est la capacité à influencer d'autres personnes au-delà et de façon différente des pouvoirs formels qu'une personne dispose de par son statut. Le leadership, c'est réellement la capacité à influencer, c'est la capacité à se faire suivre. C'est une relation, en fait, le leadership. Et il ne faut effectivement pas le confondre avec le pouvoir, avec les pouvoirs formels. Il ne faut pas le confondre avec la hiérarchie. Il ne faut pas le confondre avec l'autorité. Il ne faut pas le confondre avec le management. Le management, essentiellement, c'est du formel. Essentiellement, c'est une organisation de pouvoir. Et on peut être manager sans être leader. On peut être leader sans être manager. Et je pense qu'on voit ce témoignage-là tous les jours. Sandra. Peut-être juste rebondir sur ce qu'Antoine a dit. Aujourd'hui, on voit aussi ce phénomène des entreprises libérées. On voit des institutions qui sont là, qui sont juste une plateforme et on laisse les talents se développer. Et comme Antoine a bien dit, on cherche toujours des gens qui sont mieux que moi, qui me challenge encore plus. Et c'est ça qui crée un énorme succès aussi en ce moment, parce que je parle beaucoup avec des étudiants qui cherchent un nouveau boulot après leurs études. Et ils sont très attirés par ces entreprises libérées, où il y a un esprit ouvert, où il y a une certaine liberté, où par exemple, on ne travaille pas à 8 h le matin, on vient à 11 h le soir, parce que peut-être le soir, on est plus créatif. Alors on donne plus la liberté de vraiment développer leur propre, laissons dire, dons et skills dans un environnement safe, non jugé, mais où on peut vraiment développer les talents. Un dernier mot. Un dernier mot avant de nous quitter, cher public. Il y a une chose qui voudrait dire, on passe d'un management command and control à un management qui s'appelle focus and freedom. Pourquoi? Parce que quand on est d'accord sur le focus, c'est-à-dire sur le morceau qu'on joue, dans quel temps, à quel tempo, on n'a plus besoin de contrôle, puisqu'on joue le même morceau. Et donc c'est focus and freedom, c'est-à-dire on peut improviser à l'intérieur de la structure, mais l'improvisation est toujours pertinente, puisqu'on est dans une structure acceptée. Jean-Louis, Sandra, merci beaucoup. Vive le jazz. Merci beaucoup. Merci à tous, surtout. Et rendez-vous au prochain Management Café en janvier ou début février. Restez en ligne.